Eh ben allons-y, donc bonsoir à tous. Bonsoir, et moi je vais vous parler ce soir de Kubernetes. Alors déjà ça commence assez mal parce que je vais vous avouer un petit truc, personne ne sait réellement comment ça se prononce. Kubernetes, Kubernetes. Donc dans la communauté on a résolu le problème, on appelle ça Kube. Donc au moins comme ça c'est réglé, à partir de maintenant je vais parler de Kube. Et plus précisément, bien évidemment de Elasticsearch sur Kube, comment ça marche, on va en déployer un, pourquoi le faire, mais aussi pourquoi ne pas le faire. Parce que c'est des choses qu'on n'entend pas forcément et c'est relativement intéressant de le faire. Alors, deux, trois petits mots d'abord sur moi. Ça marche pas. Eh ben c'est pas grave, tant pis. Hop. Alors, je suis Lead Site Reliability Engineer chez WireMind. WireMind, c'est une startup qui fait du revenu management qui grossit très rapidement. Je ne sais plus combien on est maintenant, 26, 27, enfin ça grossit super rapidement. Et c'est donc du yield management, aussi appelé revenu management. Donc j'imagine qu'il y a très peu de personnes qui savent, enfin qui connaissent de nom, mais qui savent réellement ce que c'est. Le concept est relativement simple. En fait, c'est une gestion des prix pour un produit donné. Un exemple, un de nos clients, c'est Ouigo, les TGV low cost de la SNCF. Si vous y allez sur le site pour réserver 3 mois avant, ce sera bien évidemment moins cher que si vous y allez 2 jours à l'avance. Donc ça c'est un petit peu simpliste, mais en gros nous on fournit les outils pour que les analystes de la SNCF puissent faire ça. On leur donne les recommandations, il y a tout un tas d'algorithmes là-dessus. On a d'autres produits, mais un produit qui est lié, qui a son importance dans cette histoire. Pour que les analystes puissent donner le bon prix, c'est intéressant d'avoir le prix de la concurrence, par exemple. Donc ça fait quand même beaucoup de données à stocker qu'on essaie de récupérer un peu tous les prix de la concurrence, pas seulement des trains, mais même le covoiturage ou tout un tas de choses qui vont permettre aux analystes de prendre les bonnes décisions. Alors, avant de parler de Kube, j'aimerais parler un petit peu de ce qu'il y avait avant Kube. Même si c'est déjà un petit peu avancé par rapport à certaines personnes, je vais en reparler par la suite. On avait donc des outils de déploiement déclaratif. J'imagine que vous avez forcément entendu parler d'outils comme Ansible, Chef, Puppet, Salt, il y en a d'autres, Terraform par exemple. Vous avez entendu parler au moins de noms, ce genre d'outils? J'aimerais en profiter. Qui utilise Elasticsearch en prod déjà chez vous? Ok, bon ça ne m'étonne pas. Qui déploie, ou fait déployer par des gens comme moi, dans votre boîte, les Elasticsearch à la main ou avec des scripts? Ouais. Qui le fait en utilisant ce genre d'outils? D'accord. Et en utilisant des outils comme Kube, est-ce qu'il y en a qui le font? Ok. Et les autres, ils déploient comment? Ils ne déploient pas, bon, c'est pas grave. Alors, juste très rapidement, ce genre d'outils, pour ceux qui connaissent, ça va être 1 minute de perdu. Pour les autres, c'est quand même utile. En gros, ce sont des outils où on va pouvoir permettre de pouvoir dire, voilà, j'ai une machine qui se trouve par ici, tu vas y installer dessus, on va y avoir une ligne, installer Elasticsearch, une autre ligne, installer Nginx, une troisième ligne, fait le service. Et ça peut devenir vite assez complexe avec de la haute disponibilité ou ce genre de choses. Donc ça marche très très bien, mais alors ça marche très très bien parce que déjà c'est idempotent, dans le sens qu'on peut le faire tourner 10 fois, ça va marcher de la même manière, donc ça c'est extrêmement important. Tout aussi important, c'est automatisable dans le sens où on arrête d'avoir des choses qui se font un petit peu à la mano dans la machine, et on a vraiment de l'infrastructure as code, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui se passe, il y a juste à regarder dans les repos ce qu'on a défini, et on sait que c'est ça qui tourne sur les machines. Il n'y a plus de hack à la main qui se faisait dans le temps et qui finit par tout casser. Mais il y a quand même différents petits soucis. C'est que le premier problème, c'est que c'est complètement statique. Imaginez, vous avez une machine qui tombe ou quelque chose qui plante. Tant pis, ça ne marche plus, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien qui va réparer automatiquement le service. Deuxième, c'est quand même assez fondamental, c'est que ce genre d'outils, ils ne comprennent rien à ce qu'ils font concrètement. Pour eux, c'est juste des lignes, enfin ça pourrait être très bien en SSH print coucou. Pour lui, c'est la même chose qu'installe Elasticsearch. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on a des outils d'orchestration qui font plus que simplement déployer, mais qui vont gérer l'intégralité en fait, du cycle de vie de votre application. C'est un terme un petit peu abstrait. Concrètement, ça veut dire moi j'ai quelque chose là, j'ai un container, et je veux que ça tourne
sur 2 machines différentes, avec chacune, tu réserves 10 Go de RAM et 4 CPU. Et si jamais il y en a un qui plante, bah, tu te débrouilles et tu le remets ailleurs, sur une autre machine. Donc concrètement, c'est ça. L'autre avantage de Cube, c'est que bon, ceux qui utilisent AWS ou ce genre de choses, j'imagine qu'il y en a pas mal ici, font déjà ce genre de choses, plus ou moins. Le gros avantage, c'est que c'est vraiment complètement agnostique. Vous n'êtes pas coincé dans une technologie. AWS fait des choses absolument extraordinaires en termes de technologie, mais vous êtes complètement coincé une fois que vous mettez les mains dedans. Vous êtes complètement coincé. Je voudrais parler d'AWS avec, avec ce qui se passe en ce moment. Non, ça va être coupé au montage. Hein. Donc, voilà, juste pour donner 2-3 noms, on avait des outils comme Marathon, Mesos, Docker Swarm, mais celui qui marche vraiment depuis 2-3 ans, qui explose absolument tout, c'est Kubernetes. Non pas que les autres sont mauvais, mais c'est que c'est principalement celui-là qui est vraiment utilisé. Les autres vont être vraiment limités à des usages de niche. Donc aujourd'hui, si vous passez sur un outil d'orchestration, ne cherchez même pas. C'est ça, heureusement ou malheureusement, qu'il faut utiliser. Alors, j'ai parlé de container. Bon, oui, c'est du container partout, tout le temps. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion de container ou est-ce que je passe une petite minute dessus? Qui ne sait pas ce que c'est, par exemple? Non, c'est bon, nickel? Bon, eh ben, voilà, c'est du container partout. Évidemment, qui dit container dit Docker. On peut mettre d'autres choses dessus, mais bon, on aime bien que ça marche en production, donc on utilise un truc qui est utilisé, c'est-à-dire Docker. Alors, avant de faire une démo, j'aimerais vous présenter quand même 3 concepts de Cube. Il va y avoir 5 minutes de théorie, puis ensuite on va passer à des trucs un petit peu plus pratiques. Mais voilà, 3 petits concepts, un petit peu de concentration. Et avec ça, vous aurez compris vraiment 80% de Cube. Le premier concept, c'est celui de pod. Alors, si on reprend notre container, en général, donc on a notre container, notre service, et on peut vouloir y associer ce qu'on appelle un sidecar. Ça va être un tout petit container qui va recharger de la configuration quand il faut, récupérer des logs, ou ce genre de choses. Et ça forme un pod. C'est vraiment le machin atomique de Cube, c'est le pod. Tout ça, c'est déployé sur ce qu'on appelle un node, c'est une machine physique ou virtuelle. La plupart du temps virtuelle, on est dans le cloud. On peut faire du bare metal avec Cube, on peut s'amuser à faire ça. Et on peut avoir d'autres pods qui sont à côté, ou pas, ça dépend de différentes règles. Mais grosso modo, le but, c'est d'abstraire un petit peu cette complexité. On a un certain nombre de machines qui forment un cluster. Et puis, quand on veut déployer quelque chose, c'est l'orchestrateur qui va réserver un bout de la machine et déployer dessus. La deuxième notion, c'est celui de déploiement. Donc si on repart de notre pod, je vous ai dit tout à l'heure, on veut déployer 2 services Elasticsearch, par exemple, enfin 2 pods Elasticsearch différents, sur 2 machines différentes pour éviter que ça tombe, ou pour de la scalabilité, ou pour ce que vous voulez. Et c'est donc ce qu'on appelle le déploiement. C'est une notion logique, ça rend assez mal, je suis désolé, voilà, ça concerne un déploiement. En gros, c'est ce déploiement qui va s'assurer qu'il y a bien 2 pods qui tournent, qui va s'assurer qu'ils sont bien vivants, qu'ils répondent correctement, et qui va les rescheduler si jamais il y a le moindre problème, que la machine tombe, que l'Elasticsearch tombe parce qu'il a dépassé son heap, enfin, peu importe quoi. Et bien évidemment, dans le cluster, on a plein de déploiements dans tous les sens. Alors, une petite notion pour faire très simple, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu une hérésie, mais en gros, on parle aussi de stateful set quand il y a un disque qui est lié. C'est simple, hein, on a un service qui est stateful, et on a un set qui gère plusieurs pods d'un machin stateful. Bon. Les termes sont assez bizarres hein, dans Cube, ils sont assez logiques quand on y réfléchit, mais ils sont très éloignés de ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc au final, il n'y a rien de complexe, mais les termes, il faut s'y reprendre à 3 fois pour comprendre. De toute façon, il suffit juste de regarder le nom même du produit, hein, Kubernetes. Bon. Le dernier, c'est celui de service. On repart de nos pods, à nouveau, et nos pods, on veut y accéder. Admettons qu'on ait des datanodes Elasticsearch, qu'on en ait 10. Bien évidemment, on va pas... ou des clients, parlons plutôt de clients. On ne va pas taper unitairement sur les 10 clients. On va faire une abstraction, et cette abstraction, c'est le service. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je vais aller taper sur le service,
Et le service va faire en gros, pour simplifier, du load balancing vers un de ces deux pods en interne. Ça reste dans le cluster tout ça. Hein. Si moi je suis, je sais pas, mon application Python, je veux pouvoir parler à Elasticsearch, ça reste à l'intérieur et ce n'est pas exposé à Internet. Si on veut l'exposer à Internet, on a une petite notion d'ingress qui permet d'ouvrir un port à l'extérieur pour que ça marche bien. Donc voilà, c'est bon sur ces points-là, à peu près. Donc grosso modo, ce genre de concept, ça peut nous permettre de construire une petite architecture sympathique avec, on ne va pas réinventer la roue, hein, on prend ce qui se fait de mieux dans Elasticsearch. On a notre service client qui va rediriger vers plusieurs Elasticsearch des nœuds clients, qui eux-mêmes, j'ai fait des petites simplifications, mais vous me comprendrez, qui vont taper sur des nœuds data, Elasticsearch, qui possèdent chacun un disque, persistent volume, ça s'appelle, encore un terme un petit peu à l'ouest. Et derrière, on a nos masters, donc on a séparé les trois, et on a notre service discovery qui permet de faire une abstraction. Donc, bien évidemment, c'est une simplification, mais le concept est là. Alors, on pourrait déployer ça. Oui, pardon. Oui, on a un certain nombre de règles. C'est des règles très simples, si je les traduis en français, ou plutôt en anglais. C'est grosso modo, c'est pour mon nœud data, ou pour chacun de mes nœuds data, je veux que ça aille sur une machine et que ça réserve 16 Go de RAM, 4 CPU. Et tu peux dépasser, si jamais il y a de la place sur la machine, jusqu'à, j'ai mis quoi, 26 CPU et 20 Go de RAM. Voilà. J'ai mis quoi? Je veux qu'il y ait 2 data nodes. Je ne veux pas que, oui, ça me paraissait bizarre aussi. Je veux surtout pas, tu te débrouilles pour qu'il n'y en ait pas 2 sur la même machine. En tout cas, pas 2 du même cluster, bien évidemment. Et éventuellement, je peux vouloir faire de l'autoscaling sur mes nœuds clients pour dépendre à la demande. J'en veux bien évidemment 2 pour faire de la résilience sur 2 machines différentes pour tenir la résilience. Et puis donc, le scheduler de Kubernetes, de Kube, va se débrouiller pour déployer des trucs à droite, à gauche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment fait pour vous et c'est vraiment ça l'avantage. Ça permet vraiment d'abstraire. Je fais une toute petite aparté. Tout à l'heure, j'ai découpé un petit peu en trois groupes les gens qui déploient à la main, les gens qui déploient avec des outils de déploiement déclaratif et des gens qui font ça avec de l'orchestrateur. Je dirais qu'il ne faut pas rentrer dans Kube trop tôt. Il y a une startup la dernière fois qui est venue me voir, qui m'a demandé comment on fait pour passer à Kube. Mais les mecs, ils étaient 5. Je leur ai dit, oubliez, faites-le à la main, faites un peu d'Ansible de temps en temps, mais mettez pas un mec à plein temps, parce qu'il faut quand même un mec à plein temps pendant pas mal de temps pour le faire. Si vous êtes trop tôt, si vous y allez trop tôt, vous allez vous planter, parce que ce n'est pas des ressources qui sont bien allouées. Moi j'ai commencé il y a à peu près 1 an chez Wiremind, on était quoi, 12-13, hein, ça commence une personne plus ou moins à plein temps, ça commence à avoir un peu de sens. Et à préparer un peu l'avenir. Donc il ne faut pas y aller trop tôt, il ne faut pas y aller trop tard. Mais des gens qui déploient à la main ou avec Ansible, c'est surtout pas un reproche. Il faut savoir quand y aller. Mais au bout d'un moment, quand on commence à construire, je crois qu'on gère combien d'Elasticsearch? On gère, je demande à mes collègues, je crois qu'on a une vingtaine de clusters différents. On ne va pas s'amuser à faire à la main, ni même avec Ansible ou Terraform, ça deviendrait totalement délirant. Alors, voilà. Bon, il y a 2 trucs un petit peu, pénibles dans Kube. Le premier, c'est Docker. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Le deuxième, c'est du YAML. Alors, un des 3 mecs qui a fait Kubernetes s'est publiquement excusé il y a 2 ou 3 ans d'avoir infligé ça à des gens comme moi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est à peu près un quart du déploiement d'un des pods Elasticsearch. Voilà. Bon, on voit tout de suite que c'est un peu compliqué. Imaginez maintenant, on regarde, vous repensez à l'architecture. Il y avait je ne sais pas combien de 9 pods. On est à 1000 lignes de YAML. On fait bien évidemment pas ça à la main. Donc il y a des outils de templating qui permettent de le faire. Helm, par exemple, c'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui, qui est le plus utilisé. Et qui permet en gros de faire vraiment une abstraction, c'est-à-dire qu'on va avoir on va avoir des définitions de différents logiciels, dont certains qui sont maintenus par la communauté Helm. Je fais partie des mainteneurs d'Elasticsearch justement pour la définition Helm, publique, commune.
Et donc on retrouve tout un tas de logiciels, et ça permet vraiment d'installer quelque chose qui est quasiment production ready allez, en 1 heure c'est torché, et là vous allez voir, on va le faire en 3 minutes, c'est quasiment production ready, ça va vraiment marcher, quoi. Ça permet vraiment d'abstraire toute la complexité. Vous allez voir, on va le faire. Donc il y en a plusieurs. Là j'ai pris juste un exemple de cet après-midi, du D à F. Vous voyez qu'il commence à en avoir pas mal qui sont considérés comme stables. Et voilà, maintenant je pense qu'on peut passer à la démo. Sauf si... Non, les questions ce sera après. On est briefé ici. Alors, il ne faut pas que j'appuie sur le bouton d'arrêt d'enregistrement. Alors, je me tape une demi-seconde de latence, donc je suis désolé, ça va être un peu fastidieux. Hop, CD desktop. J'ai quoi là-dedans? Oui, quand même bien fait les choses. Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est déployer l'architecture qu'on a vue avec cet outil Helm. Alors je peux vous montrer un petit peu, tout petit fichier values. Est-ce que vous voyez bien, c'est bon là? Ok. Donc on voit, ça commence quasiment là, donc c'est vraiment une toute petite personnalisation, plus pour simplifier les choses pour la démo, mais en fait par défaut ça marche presque quasiment bien. Donc je vous montre juste par curiosité tout ce qu'on va faire. Alors j'ai un petit outil qui me permet de regarder ce qui se passe. Alors ça c'est, là on est dans notre cluster à nous, sur la partie un petit peu test. Je peux pas zoomer malheureusement. Bon, on voit qu'il n'y a quasiment rien. Tout ce qu'il faut retenir pour l'instant. Et je vais être sûr, pour vous prouver que je triche pas, je vais essayer de récupérer. Il est où mon... J'ai un cérébro qui traîne. Il faudrait que je le retrouve. Il est où mon cérébro? Il est là, il arrive. Hop, j'ai juste déjà préparé le nom de domaine comme ça. Donc il n'y a rien, il n'arrive pas à se connecter, très bien. Donc Helm installe Elasticsearch. Donc voilà, là je tape la commande lm install, je veux l'appeler, je l'appelais Elasticsearch, super original, et c'est de type stable Elasticsearch, et tu vas prendre les 3 lignes de valeur, tu vas les prendre depuis ce que j'ai défini. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai internet? Suspense? Ouais, ça semble passer. Ah, on voit qu'il est en train de faire plusieurs choses. Donc, pour ceux qui sont un petit peu loin, je traduis, là il est en train de déployer 2 clients qui sont en train de tourner. Il déploie déjà un premier nœud data, un premier nœud master. Là, il va falloir que je meuble. Alors, il y a un collègue qui m'a dit que je pouvais faire un petit tour de Babi. Quelqu'un qui veut... On a 1 minute 30 là. 1 minute 30 à meubler. Donc ça tourne, ça se déploie. Et en gros, petit à petit, ça va déployer un cluster complet. Il va vraiment démarrer à partir de 2 masters. Donc voilà, là je suis bien embêté parce que je ne sais plus quoi vous dire. Allez, encore 15 secondes. Voilà, il y a le premier nœud data qui s'est mis à fonctionner. Il déploie le deuxième. Hop, le premier nœud master qui tourne, il déploie le deuxième. Donc encore dans 1 minute, c'est bon, on va pouvoir avoir un cluster qui marche. Donc je vous le disais, l'utilisation en fait, de Helm nous permet vraiment, on a associé ça à une petite pipeline de CI/CD, on est sur GitLab, et ça permet vraiment de tout automatiser. Et vraiment, du coup, ça nous permet de déployer un nouvel environnement de test sur n'importe quel projet. Allez, en 10 minutes, et encore c'est long parce qu'il y a encore 2-3 étapes manuelles, mais dès qu'on commence à gérer beaucoup de clusters, et surtout des clusters éphémères, comme on en a beaucoup, là c'est génial. On déploie l'intégralité de notre application, y compris l'Elasticsearch. On fait du Python, du Postgre, du Redis, du RabbitMQ. Quand il y a une pull request qui est faite, on déploie un environnement éphémère complet, un peu plus petit que celui-là. On n'a pas besoin de 3 nœuds master, hein, mais et donc ça nous permet vraiment de déployer à la volée tout ce qu'on veut. Et bien voilà, ça tourne, c'est merveilleux. Et est-ce que... Ah bah oui. Donc voilà, là on a notre cluster qui est parti. On n'a absolument rien dedans. Mais on voit que ça tourne.
Voilà. Je crois qu'on peut même le faire le test. Alors c'était quoi l'URL que j'avais défini? Stick Meetup. Ouh, c'est difficile. Oui, c'est dur. Voilà. Bon, faites jamais ça. Cluster il est accessible de base à l'extérieur au monde entier. Allez-y si vous voulez, amusez-vous. Dans une minute, je le détruis. C'était vraiment pour les besoins de la démo. Et bien voilà, si on reprend live démo, c'était la live démo. Oh, quoique, est-ce qu'il reste 21 minutes? Est-ce qu'il me reste encore une minute? Et bien dans ce cas-là, ce que je vous ai quand même pas montré, c'est quand même relativement sympathique. Concrètement, on va prendre n'importe lequel. Vous voulez tuer quoi? Un master, un data ou un client? Un data? Prends le data, on le supprime, hop, mais je pourrais aller dans le container et faire kill machin bidule. Voilà, là il a planté, oui, c'est terminé. Et concrètement, bon là je l'ai terminé à la main, donc il est un petit peu plus lent, mais normalement il en redémarre tout de suite. Voilà, là il y en a un autre qui se déploie, probablement ailleurs dans le cluster. Donc c'est parti. Et si je vais dans la liste de mes déploiements, pour voir les clients. Les clients, je ne vais pas automatiser le scale-up, scale-down, l'autoscaling, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir assez facilement que j'en veux plus, j'en veux moins, ça se fait vraiment à la volée. Pareil pour les nœuds data, bon, évidemment, si on les supprime par la suite, il va se passer quelques petits soucis, mais avec quelques règles, ça se passe assez bien. Et donc, voilà pour moi. Donc, merci beaucoup.